Alors, la deuxième partie de ce cours va consister, ou le deuxième chapitre plutôt, d'accord, va consister au transistor à effet de champ. D'accord, le transistor à effet de champ, qui, contrairement aux transistors bipolaires, qui sont basés généralement sur deux types de porteurs, des trous et les électrons, ces transistors à effet de champ sont unipolaires. D'accord, c'est-à-dire ils fonctionnent avec un seul type de charge, soit les trous, soit les électrons. Alors, le transistor à effet de champ à jonction, ce qu'on appelle GFET, est un premier transistor, d'accord, et le premier exemple de transistor unipolaire. Le deuxième exemple de transistor unipolaire, c'est ce qu'on appelle le transistor à effet de champ à gris isolé, ou ce qu'on appelle MOSFET. D'accord? Donc, deux types de transistors qu'on va voir. Le transistor à effet de champ à jonction et le transistor à effet de champ à gris isolé. D'accord? Donc, les deux, ce sont des transistors appelés transistors à effet de champ. D'accord? Alors, pourquoi d'abord on va étudier ces transistors à effet de champ? On peut se satisfaire seulement des transistors bipolaires. Il faut savoir qu'il existe différents types de transistors sur le marché. Hein, donc, ça dépend des applications, ça dépend de la manière de fabrication et ça dépend des substrats utilisés pour la fabrication, c'est-à-dire les semi-conducteurs du type 1, semi-conducteurs type 1, ainsi de suite. D'accord? Donc, aussi le dopage, ainsi de suite. Donc, ça dépend des propriétés physiques. Donc, les propriétés physiques ne sont pas les mêmes. Alors, l'avantage d'utiliser les transistors à effet de champ par rapport aux transistors bipolaires, c'est que ces transistors-là présentent une zone linéaire beaucoup plus grande. D'accord? Parce que vous savez tous qu'on cherche à linéariser et que la zone linéaire ne permet d'avoir beaucoup d'avantages par rapport à une zone linéaire large, me permettent d'avoir beaucoup d'avantages par rapport à une zone linéaire réduite. Et donc, ces transistors présentent cette caractéristique-là. En même temps, ces transistors sont aussi largement utilisés en commutation. D'accord? Ils sont très largement, ils ont des temps de commutation rapides. Lorsque je parle de commutation, je parle de passer d'un état passant à un état bloqué. D'accord? C'est-à-dire, on a un commutateur, c'est comme un interrupteur qui s'ouvre et qui se ferme. D'accord? Rapidement. D'accord? Et ces transistors ont cette caractéristique, donc au niveau d'application, vu leur nature, vu leurs propriétés physiques, et permettent d'avoir des caractéristiques meilleur au niveau de commutation par rapport à des transistors bipolaires. D'accord? Donc, aussi, ils sont largement utilisés en électronique numérique. D'accord? Parce qu'en électronique numérique, on s'intéresse à la fonction de l'électronique. Et donc, généralement, ils sont utilisés pour réaliser les différentes portes logiques de l'électronique numérique. Ils sont la base de l'électronique numérique. D'accord? Donc, on va essayer d'étudier ces transistors. Tout d'abord, on va commencer par le GFET ou le TEC, qui est le transistor à effet de champ à jonction, ou bien appelé aussi TEC, transistor à effet de champ. D'accord? Donc, il y a deux types. Il y a deux types de ces transistors. Il y a le transistor à effet de champ à canal N, il y a le transistor à effet de champ à canal P. D'accord? Donc, ce sont des transistors unipolaires qui sont basés sur un seul type de charge. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a ici le transistor à jonction à canal N. D'accord? Comme il existe un transistor bipolaire NPN, il existe aussi un transistor bipolaire PNP. D'accord? Donc, ils sont complémentaires. D'accord? Donc, maintenant, on va parler sur le transistor à effet de champ à canal N. Et tout ce qu'on va dire sur le transistor à effet de champ à canal N va être appliqué sur le transistor à effet de champ à canal P. C'est-à-dire on va inverser juste les types de substrats.
d'accord, les types du substrat ou les types des semi-conducteurs. Alors là, la structure que vous voyez là, c'est une structure d'un transistor à effet de champ à canal N. Donc, il est monté, donc ce transistor-là, il est monté sur un substrat P+, c'est-à-dire un semi-conducteur P, de type P, un semi-conducteur extrinsèque de type P, le plus qui est là montre le dopage, qui est fortement dopé. D'accord? Il est fortement dopé. Et puisque c'est un semi-conducteur de type P, on sait maintenant qu'il y a un excès des trous. Il y a un excès des trous dedans. D'accord? C'est-à-dire on a un excès des charges mobiles positives. Et on a bien évidemment les charges fixes négatives, qui sont les atomes ionisés. D'accord? Donc, pourquoi on a appelé ça substrat? On a appelé ça substrat parce que c'est sur lui qu'on va mettre le reste des blocs. D'accord? C'est comme l'élément de base. Donc, c'est pour ça qu'on lui dit substrat. Donc, il y a un substrat, c'est-à-dire au niveau de fabrication ou d'épitaxie, donc c'est les techniques de fabrication dans les salles blanches des transistors, toujours on prend un substrat. On prend un substrat, c'est-à-dire on prend un semi-conducteur, un seul semi-conducteur d'un seul type, comme ici le semi-conducteur du type P, et sur ce semi-conducteur, on vient pour faire des ondes ou pour injecter des ondes, c'est-à-dire mettre des ondes et construire après les différentes parties de semi-conducteurs que vous voyez là, c'est-à-dire la structure que vous voyez là de transistor à effet de champ à canal N. Donc on commence pour un transistor à canal N, on a à canal N, donc on a un substrat P+. D'accord? On commence par un substrat P+, c'est la base de transistor, d'accord? Ça c'est la base, c'est sur lequel on va mettre les différents blocs. Donc si on a ça c'est le canal N, pour le canal P, si on veut avoir un transistor à effet de champ à canal N, il nous faut un substrat N+. Je l'ai mis ici entre parenthèses, d'accord? Au lieu de mettre P+, on doit mettre N+. Mais dans ce cas-là, au lieu d'avoir canal N, on a canal P. Alors, il est très fortement dopé parce qu'il y a le plus qui est là. Ah, vous voyez le plus qui est là, ça veut dire P+. Donc, alors, sur lequel on va diffuser une zone dopée N, c'est-à-dire qui va constituer le canal. Donc, cette partie-là, c'est la zone N, c'est un semi-conducteur du type N, d'accord, qui va constituer le canal. C'est pour ça qu'on dit canal N, parce que c'est un semi-conducteur du type N. Donc, on va voir le canal, pourquoi il y a un canal. Un canal, c'est comme un passage, si vous voulez. On va voir pourquoi il y a ce passage-là dans le semi-conducteur de type N. Pourquoi on a le canal dans le transistor à effet de champ, un canal N. Alors, on a un canal N, c'est-à-dire on met sur le substrat P+, on met un substrat de type N, d'accord? Et au centre de ce dispositif, c'est-à-dire on vient au centre et on diffuse une grille, d'accord? On diffuse une grille. On a mis ici une grille, c'est-à-dire un port de connexion, d'accord? Ça, c'est de métal, hein? Le noir, c'est de métal, hein? C'est de métal, hein, ce qu'on a mis ici en noir, pour avoir de la connexion, pour avoir une connexion, là, un pôle de connexion, d'accord, qu'on va appeler grille, d'accord? Au lieu de parler sur la base, maintenant, on parle sur la grille, d'accord? Donc, pour le transistor, comme vous pouvez voir ici, on a la source, la grille et le drain, d'accord? Dans le transistor bipolaire, on avait le collecteur, la base et l'émetteur, d'accord? Ou bien l'inverse. Donc ici, au milieu de ce substrat N qui constitue le canal, on vient faire une zone P+. D'accord? On fait ici une zone P+, c'est-à-dire un semi-conducteur extrinsèque de type P fortement dopé. Relié au substrat, à part et d'autre, de la grille, on diffuse, c'est-à-dire des deux côtés là, on diffuse deux zones N+, c'est-à-dire deux types de semi-conducteurs, c'est-à-dire on fait le dopage de semi-conducteurs de type N de telle façon que cette zone-là, qui est proche de la source et du drain, soit fortement dopée, d'accord, c'est-à-dire N+, d'accord.
Donc, on introduit deux régions dopées N+. Donc, la source, ça va être, donc la première, ça va être la source, et la deuxième, ça va être le drain. D'accord? Donc, on a la source et le drain, et la grille qui est au milieu, mais la grille, il est P+. D'accord? Alors, comment ça va marcher? C'est que la source va contenir la zone d'entrée des charges qui sont les électrons. La source va être la source va être la zone d'entrée des charges qui sont les électrons, c'est-à-dire la source. Les électrons vont entrer par là, d'accord, par la source, et ils vont partir vers le drain. Et le drain, ça va être la sortie des charges qui sont les électrons, toujours. Parce que là, comme on a dit, c'est un transistor unipolaire, donc il est basé sur un seul type de charge. C'est-à-dire que les électrons, pour un semi-conducteur de type, un transistor à effet de champ à canal N. Donc, je répète, il y a deux zones N+. La première, c'est la source. La deuxième va constituer le drain. Et les électrons, ou là, les charges qui sont les électrons, vont rentrer de la part de la source. Ils vont traverser le canal. C'est pour ça qu'on appelle ça le canal, d'accord? Parce qu'il y a le P+ qui est là. Le P+, il a tendance d'attirer certains électrons. Parce que lorsqu'il y aura passage d'électrons dans le canal, le P+, il y a assez de trous. Il est fortement dopé des trous, d'accord? Parce que c'est un semi-conducteur de type P. Et donc, il va attirer certains trous. D'accord? Donc, il y aura une sorte de phénomène de recombinaison ici sur l'interface. D'accord? C'est-à-dire sur l'interface, sur cette interface-là, entre la région P et le semi-conducteur de type N, qui est tout ça, et là, on a les N+, et là, les électrons passant par là, de côté source vers le drain, il y aura une interface qui va constituer une jonction. D'accord? Qui va constituer une jonction, et qui va être vidée des charges mobiles. D'accord? Puisque c'est une jonction ou bien une zone de charge d'espace, donc il sera comme pour la diode, comme le phénomène qu'on a expliqué pour la diode, dans le chapitre 0, ou bien la première partie du cours, c'est que cette zone-là, la zone d'interface, il sera vidée des charges mobiles. D'accord? Donc, parce que là, il y a les trous, et là, de l'autre côté, il y a les électrons qui traversent, et donc, il sera vidé. Donc, dans ce cas-là, on parle d'un transistor à effet de champ à canal N, c'est-à-dire GFET à canal N. Pour le canal P, eh ben, c'est l'inverse. Voilà. Pour le canal P, c'est ça. C'est que le canal P, on a mis un substrat N+, et on a un canal P, c'est-à-dire on a un semi-conducteur ici, extrinsèque de type P, et dans ce semi-conducteur extrinsèque de type P, on a dopé, on a fait une diffusion des zones N+, pour avoir la grille, et deux zones P+, d'accord? C'est-à-dire deux semi-conducteurs de type P fortement dopés pour avoir la source et le drain. Et donc ici, c'est plutôt les trous qui vont traverser le canal pour aller là, et donc ils vont être attirés par les électrons qui se trouvent dans la zone N+. D'accord? Donc voilà, c'est exactement le même schéma de tout à l'heure, sauf qu'on inverse les types des substrats et de semi-conducteurs. D'accord? On inverse tout ça. D'accord? Alors pour les symboles électriques, comme vous pouvez voir, ça c'est le symbole qu'on va adopter, parce que dans les livres et les bouquins, on trouvera plusieurs types de symboles. Pour moi, dans le cours LTT, on va adopter ce symbole-là pour le transistor à effet de champ à canal N. D'accord? Et pour le transistor à effet de champ à canal P, on a ce symbole-là avec une flèche dans ce sens-là. D'accord? Donc, cette flèche-là, sur la grille, indique le sens anode-cathode de la jonction grille-canal. D'accord? En direct de transistor. Donc, la jonction qui se trouve ici, d'accord, c'est une jonction entre la grille et le canal. D'accord? Entre la grille et le canal. C'est une jonction grille-canal. Alors maintenant, pour le fonctionnement, pour faire fonctionner le transistor, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le polariser. D'accord?
Il faut polariser. Polariser quoi? Polariser les jonctions. Donc, on polarise les deux jonctions. On polarise tout d'abord la jonction canal gris en inverse. D'accord? La jonction canal gris, elle est polarisée en inverse avec VGS négatif. Donc, la tension VGS, elle est négative. Il faut savoir que la tension VGS, elle est négative de telle façon à polariser cette jonction qui est là entre la grille et le canal qui est là, hein, le canal, tout ça, hein, tout ce qui est blanc est là, d'accord? Donc, il est polarisé en inverse et donc avec VGS négatif. Le but de polariser en inverse la jonction canal gris, ça permet de créer un champ électrique E dirigé du canal vers la grille. D'accord? Il est dirigé du canal vers la grille. Donc, c'est un champ électrique qui va être imposé ici. D'accord? Vous voyez là, on a mis un peu la zone de charge d'espace, qui est cette zone-là qui sera vidée des charges mobiles. Alors, plus ce champ est important, c'est-à-dire plus que VGS il est négatif, autant que je mets cette polarisation ou cette tension-là, VGS, qui permet de polariser cette jonction, je le mets encore plus négatif, d'accord? C'est-à-dire je diminue VGS, d'accord? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un champ important. Le champ commence à augmenter, d'accord? Parce que je suis en polarisation inverse. Alors, plus l'espace de jonction canal gris se vide des porteurs majoritaires, plus ici, cet espace-là, c'est-à-dire l'espace de la jonction, l'espace de l'interface, il va se vider des porteurs de charge majoritaires. Donc, on vide le canal, la jonction canal gris. Et donc, le canal, on dit que le canal se rétrécit de plus en plus et le courant drain ID apparaît lorsqu'on polarise le drain D par rapport à la source, par une tension positive. Donc, lorsque je diminue VGS, le champ augmente. Si le champ augmente, cette zone-là devient de plus en plus grande. D'accord? Et donc, il va rétrécir le canal. Le canal, ce passage-là, des charges majoritaires de là vers là, d'accord? Il va se rétrécir. Le canal va se rétrécir. Au fur et à mesure que j'augmente, il va se rétrécir. Donc, il devient beaucoup plus, cette zone devient beaucoup plus grande. La zone de charge d'espace, la zone où il n'y a pas de charge mobile, il n'y a que des charges fixes, devient beaucoup plus grande. Et donc, le canal qui est là va devenir beaucoup plus rétréci. D'accord? Et donc, il va y avoir du mal aux charges majoritaires de passer de la source vers le drain, c'est-à-dire de là vers là, à travers le canal. D'accord? Par contre, lorsque je polarise la jonction, je polarise le drain par rapport à la source, donc je polarise ici le drain par rapport à la source, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura création d'un courant IT dû à ces charges-là, d'accord? Dû à ces charges-là. Alors, ID a le sens drain vers la source pour un transistor à effet de champ de type N, ou là canal N, et de la source vers le drain pour un semi-conducteur, ou plutôt un transistor à effet de champ à canal P, avec les tensions de polarisation inversées, parce que pour le transistor à effet de champ à canal P, il faut inverser la polarisation, d'accord? Parce que normalement, on a tout qui est inversé, c'est-à-dire au niveau de la structure, tous les semi-conducteurs sont inversés, et donc certainement, il faut inverser la polarisation. Donc dans ce cas-là, si on travaille avec canal P, c'est-à-dire un transistor à effet de champ à canal P, VGS va être polarisé en direct et VDS va être polarisé. On va inverser la polarité de VDS. D'accord? Alors, généralement, pour des faibles valeurs de VDS, si maintenant je polarise en fait, maintenant je polarise VDS. Pourquoi je polarise VDS? Pour créer ID. D'accord? Dans ce cas-là, si je polarise VDS, je peux créer ID. D'accord? Alors, maintenant, si VDS elle est petite, c'est-à-dire je polarise avec des
faible valeur de VDS, il y a création d'une zone désertée des charges majoritaires, dite zone de charge d'espace. Donc, le canal se comporte dans ce cas-là. Monsieur, Oui, oui, je t'entends. monsieur, في le cas du canal P, VDS كتكون inverse ولا direct? Non, dans le canal P, on inverse la polarité ici de VDS, d'accord? Là, c'est plus, moins, je mets plus, moins, j'inverse, d'accord? Il faut inverser les deux polarisations. Il est là, avec des tensions de polarisation inversées pour le canal P. Les tensions, ça veut dire les deux polarisations. Celui-là, VGS et VDS. Il faut les inverser, d'accord? Donc, maintenant, je raisonne sur VDS parce que je viens de polariser VDS, d'accord? Je viens de polariser VDS. VGS, j'ai compris qu'est-ce qui se passe avec VGS, pardon. Maintenant, pour VDS. VDS, je vais prendre des petites valeurs et après, je vais prendre des grandes valeurs de VDS et je vais voir qu'est-ce qui va se passer, d'accord? Si je prends des petites valeurs de VDS, d'accord? Tout d'abord, il y aura création d'une zone désertée des porteurs des charges majoritaires, dite zone d'espace. Et donc, le canal se comporte dans ce cas-là, puisqu'il y a une zone de charge d'espace. Cette zone de charge d'espace, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir que des charges fixes, d'accord? Positives de côté canal et négatives de côté P+. D'accord? De côté P+, ils vont être négatifs, les charges fixes, et positifs de côté canal, c'est-à-dire de côté canal, ils vont être positifs. Donc, c'est comme on a des charges fixes, positives d'un côté et négatives de l'autre côté. Puisqu'on a ces charges-là condensées et qui sont fixes, le canal va se comporter comme une résistance, c'est-à-dire ils vont être comme une résistance, ils vont simuler une résistance. Et donc, le canal se comporte comme une résistance dans laquelle circule un courant ID de porteur majoritaire. C'est-à-dire ce canal, il est électriquement, il est représenté par une résistance pour nous. Le canal devient une résistance. Ça y est. Pourquoi cette résistance? Parce que la zone de charge d'espace, il nous donne ce comportement résistif. D'accord? Si on prend des charges fixes positives d'un côté et négatives de l'autre côté, ce comportement-là nous donne un effet résistif. D'accord? Un effet résistif, et donc on a une résistance. C'est-à-dire on peut modéliser le canal comme une résistance dans ce cas-là. Alors, si VDS reste toujours faible, la région de charge d'espace n'est pas très étendue et on vérifie que le courant ID est proportionnel à VDS. Si VDS, la tension de polarisation reste quand même faible, c'est-à-dire il n'augmente pas très grande, on ne prend pas pardon, des valeurs très grandes de tension VDS, cette zone de charge d'espace qui est là, il va pas être très étendu. Donc, il va pas, donc on voit que la zone de charge d'espace, elle est là, hein, d'accord? Donc, et là aussi, hein, on a une zone de charge d'espace. Hein. Et donc, on a encore ici de l'espace pour que les charges majoritaires passent de la source vers le drain. D'accord? On a ici de l'espace. Il y a encore de l'espace, c'est-à-dire que le canal, il n'est pas fermé. On va voir tout à l'heure que le canal va se fermer. D'accord? Pourquoi? Parce que la zone de charge d'espace qui est là et l'autre qui est là, entre le substrat P+, et le canal N, vont être beaucoup plus grands. Donc, par exemple, si celle-là devient plus grande comme ça, d'accord? Et celle-là devient beaucoup plus grande, d'accord? Donc, on commence à fermer le canal, c'est-à-dire l'espace maintenant, il est petit. Vous voyez que l'espace maintenant, il est petit, ainsi de suite, jusqu'à qu'on ferme complètement le canal. Donc, on dit que le canal, il est pincé. D'accord? On dit le canal, il est pincé. Et dans ce cas-là, si le canal est pincé, il n'y aura aucun courant qui va passer. Il n'y aura pas de courant ID. D'accord? Donc, si VDS reste faible, pas de problème. On a la zone de charge d'espace, cette zone de charge d'espace qui est là, ou bien là, elle reste pas très étendue. Et dans ce cas-là, il y a un courant qui passe. Et en augmentant VDS doucement, avec des petites valeurs, on voit que ID est proportionnel, ID augmente.
D'accord? Et donc, c'est un comportement résistif. C'est comme on est sur une pente. Hein? C'est-à-dire, si on trace cela, ça nous donne une idée sur la caractéristique. Si on trace la caractéristique, on a quelque chose comme ça. D'accord? C'est-à-dire, ça, c'est ID en fonction de VDS. Mais juste en restant sur des valeurs, c'est-à-dire que là, c'est des petites valeurs de VDS. Je ne prends pas des grandes valeurs de VDS. D'accord? Donc, j'ai un comportement proportionnel. J'ai une résistance. C'est ce que j'ai expliqué là. Donc, la résistance, d'où il vient de cette zone de charge d'espace qui contient que les charges fixes. Donc, j'ai un comportement résistif. D'accord? Alors, maintenant, ces VDS augmentent. D'accord? Ces VDS maintenant augmentent, c'est-à-dire je prends des valeurs très grandes de VDS. Qu'est-ce qui va se passer là? La suite de la courbe, la suite de la caractéristique de sortie. Qu'est-ce qui va se passer? Ces VDS augmentent, la zone désertée, cette zone-là désertée, c'est-à-dire la zone de charge d'espace, la zone qui est là, et la zone qui est là, d'accord? Vous voyez qu'ils s'étendent davantage. Les deux zones s'étendent davantage, d'accord, dans le canal. Et la section offerte, où là, le canal offert au passage des électrons diminue. C'est-à-dire, il commence à diminuer petit à petit. Et donc, la caractéristique s'incruve. D'accord? La caractéristique va s'incruver. D'accord? On va s'incruver et donc on a quelque chose, on va avoir quelque chose de la forme suivante. D'accord? Ce n'est pas horizontal, mais on n'a pas la même caractéristique que tout à l'heure, une caractéristique qui est, on a une proportionnalité là qui est très grande et qui ne présente un effet résistif, ou là, qui représente une résistance. D'accord? Alors, maintenant, si VDS dépasse un certain tension, seuil qu'on va appeler VP, ou la VGS off, qu'on va l'appeler VGS off, c'est-à-dire que lorsque VDS atteint et dépasse VGS off, appelé tension de pincement, c'est le tension de pincement, celui-là on l'appelle tension de pincement, et ben le courant IT ne varie plus avec VDS dans ce cas-là. Le courant IT ne va pas varier avec VDS, et donc même qu'on augmente VDS, le courant IT va rester stable. On dit dans ce cas-là que le canal est pincé ou bien étranglé. Et on a ce phénomène que vous voyez sur la figure, hein, le phénomène que vous voyez sur la figure, c'est que le canal il est épinglé et donc il est étranglé, pardon, et donc il n'y aura plus de passage d'électrons et on a un courant ID qui est stable, qui ne va pas changer de valeur. Maintenant, maintenant le courant ID n'augmente pas, d'accord? Donc il reste, il ne varie pas en fonction de VDS. Même si on augmente la valeur de VDS, on aura toujours la même valeur de ID. Donc voilà la première partie de fonctionnement. Maintenant, si VGS est nul, donc généralement le VGS est nul, si on porte la grille à un potentiel négatif par rapport à la source, donc la région de charge d'espace s'étend davantage dans le canal et donc on a une section plus faible et ID diminue. Donc ID va commencer à diminuer dans ce cas-là. Donc on peut agir sur ID. Donc on agit sur le courant ID à travers la polarisation VDS ou bien la polarisation VGS. On a les deux. On a le choix d'agir avec ces deux polarisations. D'accord? Alors, tout ce qu'on vient de voir, c'est le fonctionnement. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme ça, il fonctionne le transistor à effet de champ à canal N. Bon, dans le cours, je ne vais pas parler de transistor ou de fonctionnement transistor à canal P, parce que c'est l'inverse. Hein. Vous prenez tous ces phénomènes-là et vous inversez tout. Vous inversez les polarisations, vous inversez les types de semi-conducteurs et vous inversez les phénomènes. D'accord? Alors maintenant, pour tracer les caractéristiques et bien évidemment retrouver ces comportements qu'on vient de voir, ces interprétations physiques qu'on vient de voir, on a besoin d'un schéma. C'est le schéma que vous voyez là. Le schéma que vous voyez devant vous, c'est le schéma qui nous permet de tracer le réseau des caractéristiques d'un transistor à effet de champ à canal N ou un GFET à canal N. D'accord? C'est comme celui d'un transistor bipolaire. On voit qu'on a une tension, un voltmètre pour relever la tension VGS, un voltmètre pour relever la tension VDS et un ampèremètre pour relever la tension, le courant, pardon, IT.
D'accord? Et on a deux générateurs. On a un générateur VG pour alimenter la main d'entrée et on a un générateur VDS statique pour alimenter la sortie de transistor. Le transistor à effet de champ, il est là, comme vous pouvez voir, avec la grille, le drain et la source. D'accord? Alors, de la même manière, je ne vais pas revenir maintenant, vous savez comment on fait pour tracer les réseaux de caractéristiques. On fixe VDS, donc fixer, donc on fixe, pardon, on fixe VDS pour fixer, on fixe VDS là où la tension qui est là pour fixer VDS, la tension de sortie, et on varie VGS de telle façon à faire varier VGS et ID. D'accord? Et puis après, on fait l'inverse. Après, on s'intéresse à la sortie. On fixe VGS, VG pour fixer VGS. Donc, VGS, il est fixe. Et on fait varier VDS cette fois-ci et relever chaque fois ID et VDS. Donc, on a différentes valeurs de ID et de VDS et on va tracer ID en fonction de VDS. Donc, voilà le réseau de caractéristiques. Donc, à l'entrée, on a cette caractéristique-là qui est ID en fonction de VGS et on a la ID en fonction de VDS pour la caractéristique de sortie. Donc, la caractéristique d'entrée, il est parabolique, hein, comme vous voyez là, il a l'air d'être parabolique, pour VDS constant. Et les caractéristiques de sortie, on a tracé 3 pour différentes valeurs de VGS. Donc, la courbe que vous voyez là, si vous prenez une seule courbe, on a 3, on va prendre une seule courbe il est tracé pour une VGS constante. D'accord? La deuxième courbe, il est tracé pour une autre valeur de VGS. D'accord? D'accord? Tout en variant, bien évidemment, tout en variant ID en fonction de VDS. D'accord? Et donc, voilà, on a cette zone-là, la zone ohmique, qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire pour des faibles valeurs de VDS. Hein. Vous voyez là, VDS, il est faible. Hein. VDS, là, on a tracé en fonction de VDS, et on est sur des faibles valeurs de VDS. Donc, c'est une zone ohmique. On voit qu'il y a des droites. Hein. On a le transistor qui fonctionne comme une résistance. D'accord? Là, on a des pentes. La résistance, ça va être la pente, une des pentes de ces courbes-là. Ça dépend de la valeur de VGS. Si on travaille sur une valeur de VGS bien déterminée, dans ce cas-là, cette courbe-là, et bien dans ce cas-là, la pente de la résistance va être égale à la pente de la courbe suivante. D'accord? Après, on a la zone linéaire. Ça, c'est la zone linéaire au niveau de la caractéristique de sortie. On a une zone linéaire. D'accord? Vous voyez que la zone linéaire, elle est très étendue. D'accord? Et après, on a la zone d'avalanche. La zone d'avalanche, dans la zone linéaire, ID ne varie pas beaucoup. Donc, vous voyez que ID arrive à une valeur maximale ici, et après, il s'arrête. D'accord? Et à partir de cette valeur maximale, donc, on passe à la zone d'avalanche. C'est la zone la plus dangereuse, parce que là-bas, dans la zone d'avalanche, on risque de détruire le composant. D'accord? Donc là, on voit des courbes, c'est-à-dire on voit que le courant ID augmente d'une manière incroyable, d'une manière importante, de telle façon à perturber en fait le fonctionnement de transistors. Bien évidemment, détruire le transistor. D'accord? Donc, ce réseau de caractéristiques, tout d'abord, on a la caractéristique de transfert. Sur le réseau de caractéristiques, on retrouve la caractéristique de transfert. La caractéristique de transfert, c'est ID. Pardon. La caractéristique de transfert, c'est ID en fonction de VGS lorsque VDS est constante. D'accord? Et la caractéristique de sortie. Donc, on a deux caractéristiques, la caractéristique de transfert et la caractéristique de sortie. D'accord? Il faut les reconnaître. Hein. Donc, ID en fonction de VGS lorsque VDS est constante et ID en fonction de VDS lorsque VGS est constante. D'accord? Alors, maintenant, si on s'intéresse aux caractéristiques de sortie qui sont là, d'accord?
Ça, ce sont les caractéristiques de sortie. Donc, on trouve 3 zones de fonctionnement. Dans la zone ohmique, le transistor équivalent à résistance. Dans cette zone ohmique, le transistor équivalent à résistance variable. Vu entre le drain et la source, c'est-à-dire que cette résistance, il se présente entre le drain et la source. C'est-à-dire, pour brancher la résistance, on a 2 pôles. Quand vous prenez une résistance, c'est un dipôle. La résistance, c'est un dipôle. D'accord? Donc, cette résistance, elle est présente entre le drain et la source. Le dipôle, c'est le drain et la source, c'est-à-dire les 2 pôles de la résistance. En fonction de la tension d'entrée, VGS. D'accord? Donc, cette résistance, l'avantage ici dans le transistor, c'est qu'on a le transistor, il devient une résistance entre le drain et la source. D'accord? Il y a une résistance qui est vue entre le drain et la source, mais cette résistance, il est variable. Et les variables, ils dépendent de tension VGS. C'est ça le plus important. D'accord? C'est une tension de commande. D'accord? C'est-à-dire que c'est l'opérateur ou bien l'opérateur qui doit changer cette tension-là. D'accord? C'est l'opérateur qui doit changer cette tension-là. C'est-à-dire, si je suis dans un laboratoire, c'est moi qui change cette tension-là. Donc, c'est une tension de commande, je peux la changer comme je veux. Et autant que je la change, j'ai une valeur de résistance. Donc, j'ai une résistance variable. D'accord? Voilà comment on peut créer des résistances variables. D'accord? Pour ajuster les différentes résistances des différentes montages, surtout lorsqu'on est en circuit intégré. D'accord? Lorsqu'on est en circuit intégré, c'est très difficile parce que le circuit est de quelques micromètres de surface et donc c'est très difficile de changer la valeur de la résistance parce que tout est intégré. Donc on a des résistances qui sont très 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 petites et donc si on se trompe sur une valeur de résistance, c'est fini. Mais si on a des transistors à effet de champ, on peut remédier à ça et avoir changer la valeur ou ajuster la valeur de la résistance. Donc, bien évidemment, tout ça, c'est pour des valeurs de VDS inférieures à 1 volt. La zone linéaire de transistor, elle est utilisée en amplification, cette zone linéaire. Vous voyez qu'il est étendu, hein, c'est une très grande zone linéaire, plus que celle de transistor bipolaire. Et c'est ça l'avantage, c'est pour ça qu'on utilise ces transistors-là, parce qu'ils servent beaucoup à réaliser des amplificateurs de très bonne qualité, avec une bonne amplification, vu leurs caractéristiques qu'ils permettent d'avoir une zone linéaire très étendue. Et la zone d'avalanche, bien évidemment, dans cette zone d'avalanche, le courant il décroît rapidement et entraîne la destruction de transistors. C'est une zone interdite. Pour la zone de transfert, pour la caractéristique plutôt de transfert qui se trouve ici, d'accord? Dans cette caractéristique de transfert, 2 valeurs caractéristiques de transistor qui sont très importantes. Donc, ce point-là et ce point-là. Alors, tout d'abord, ce point-là, on a IDSS, d'accord? C'est-à-dire la valeur max que peut avoir le courant ID. Au-delà de cette valeur, on rentre dans la zone d'avalanche, c'est-à-dire on commence à détruire le composant. Alors, cette valeur de maximum de courant de drain, elle est obtenue quand est-ce que, eh ben, elle est obtenue parce que ça, ce qu'on a tracé ici, c'est VGS. D'accord? Elle est obtenue pour VGS égale à 0. Lorsque VGS égale à 0. Lorsque VGS égale à 0, j'ai le maximum au niveau de courant de drain. Ce maximum, je donne toujours des valeurs d'ordre de grandeur, comme j'ai dit auparavant, il varie entre 4 mA et 16 mA, d'accord, pour avoir l'ordre de grandeur de courant IDSS, c'est-à-dire le courant drain maximum. Pour la tension de gris, là, la tension gris-source de pincement du canal est appelée VP. Donc, quand je suis là, j'ai le pincement de canal. Le canal est pincé, d'accord? Ou bien étranglé, comme vous avez vu tout à l'heure. D'accord? Donc, il est obtenu, cette valeur-là, lorsque VGS égale à VP, on a ID qui égale à 0. Le courant de drain égale à 0. Il est nul le courant de drain ici. Hein. Vous voyez que le courant ID, parce que là, sur cet axe-là, il y a ID. Et donc, on a un courant qui est nul. D'accord?
Et la tension de pincement, elle est là. Il varie entre moins 2 volts et moins 8 volts. D'accord? Donc ça, c'est pour avoir un ordre de grandeur. D'accord? Alors, cette caractéristique-là que vous pouvez voir ici, c'est une caractéristique qui est semblable à une parabole. D'accord? Et puisqu'il est semblable à une parabole, donc on peut l'écrire sous la forme suivante. D'accord? C'est mathématiquement, hein, ID égale à IDSS, c'est-à-dire le courant de drain max, 1 moins VGS divisé sur VP au carré. C'est l'équation d'une courbe parabolique. Donc, cette équation, elle est très importante. On reviendra sur cette équation par la suite. Il faut aussi savoir que le courant dans la grille, elle est nulle. D'accord? Dans le transistor à effet de champ, on a un courant IG qui est nul. D'accord? IG qui est nul. Pourquoi le IG est nul? Parce qu'on a une polarisation en inverse ici. Vous voyez que la polarisation ici, elle est inversée. Donc, le courant IG, le courant au niveau de la grille égale à 0. Et ça, c'est toujours, hein, c'est une caractéristique de transistor à effet de champ. À canal N ou bien à canal P, toujours, on a un courant qui est nul. Dans le canal N, le sens de courant, il est là, mais dans le canal P, on a le sens inverse. Mais toujours, il est nul. Hein. Toujours, il est nul parce qu'on a une polarisation en inverse. Donc, le courant, il est nul. Le courant IG est nul. D'accord? Donc, ça, il faut bien se rappeler de ça. Alors, la polarisation d'un transistor à effet de champ, hein, les circuits de polarisation, hein, donc on a vu différents circuits de polarisation. Pour le transistor à bipolaire, ce qu'on a vu, on a vu, je pense, 3 types de schémas de polarisation automatique qui permettent d'utiliser un seul générateur, bien évidemment, pour polariser le transistor. Lorsqu'on dit polariser le transistor, c'est-à-dire le faire fonctionner sur un point de fonctionnement, d'accord? Ou bien fixer plutôt le point de fonctionnement. Alors, pour le transistor à effet de champ, on va voir 2 schémas, soit polarisation automatique par résistance à la source et résistance RG, ou bien polarisation automatique par pente de résistance, d'accord? Donc, deux types de schémas. Hein. Donc, vous pouvez voir ici. Et ça va nous permettre de faire l'étude statique de transistors. Alors, premier schéma, polarisation automatique par résistance à la source et résistance RG. Donc, résistance à la source, c'est RS, et résistance RG qui est là. D'accord? Alors, cette polarisation consiste à mettre la grille à la masse par la résistance RG qui est d'une grande valeur. Donc, on prend une résistance RG d'une grande valeur. D'accord? Et donc, puisqu'il est de grande valeur, hein, donc c'est comme, ça empêche voilà, le courant de passer parce que le courant, il est nul ici. Hein. Donc, le courant IG est nul, c'est la caractéristique transistor à effet de champ. D'accord? Donc, le transistor, il est là. On a 2 résistances, résistance drain, résistance source, et puis le générateur VDD. Et on a le courant ID qui est là. Hein, donc, voilà. Alors, fixer la valeur de la tension VGS par le choix de RS, ID et VDS, par la droite de charge ID en fonction de VDS. Alors, ici, pour le point de fonctionnement, donc, dans le cas de transistor bipolaire, le point de fonctionnement, on le détermine par la détermination des grandeurs IB0, IC0, VBE0 et VCE0. D'accord? 4 grandeurs. Là, pour le transistor à effet de champ, et bien évidemment, le transistor à effet de champ à canal N, parce que c'est celui qu'on est en train d'étudier. Donc, le point de fonctionnement va être fixé par 3 paramètres qui sont ID0, d'accord? VGS 0 et VDS 0. D'accord? Déterminer le point de fonctionnement d'un transistor à effet de champ consiste à déterminer 3 grandeurs, 2 tensions et un courant. Les tensions VGS 0 et VDS 0 et ID 0. D'accord? Ça, c'est le point de fonctionnement. Alors, voilà le montage. C'est un montage de polarisation automatique par résistance à la source RG.
On a VG, la tension au bord de la résistance RG égale à RG IG égale à 0 parce que le courant IG il est nul. Et puisque le courant IG est nul, généralement, le ID va être égal à IS. D'accord? Parce que normalement, IS égale à ID plus IG, puisque IG est nul, donc les deux courants, ils sont les mêmes. Donc, on a le même courant, le courant plutôt qui circule dans le drain, il va être le même que celui qui circule sur la source, ou dans la source. Alors, la première équation va nous permettre de déterminer la droite d'attaque. Dans la maille d'entrée, c'est-à-dire la maille qui est là. Donc, on a VGS qui va être égal à moins VS. D'accord? Parce que VG, on sait que VG, il est nul. La tension qui est là égale à 0. Voilà, je l'ai démontré tout à l'heure. Il est là. D'accord? Puisque VG égale à 0. Donc, cette tension-là, plus cette tension-là va être égale à 0. Ça veut dire que VGS égale à moins VS. Donc, puisqu'il égale à moins VS, donc égale à RS fois ID. D'accord? RS fois ID. Voilà la droite d'attaque de transistor. La droite d'attaque consiste à écrire VGS en fonction de ID. VGS en fonction de ID. C'est la droite d'attaque qui consiste à les paramètres de l'entrée. Voilà les paramètres d'entrée. On a VGS qui est là. D'accord? Ça, c'est VGS qu'on a tracé en fonction de ID. D'accord? Pour la sortie ou la maille de sortie que vous voyez là, d'accord, la maille qui est là. Donc, sur cette maille-là, on peut déterminer la droite de charge. VDS égale à VDD moins RD plus RS fois ID. D'accord? Donc, puisqu'on a ID qui égale à IS, on peut remplacer IS par ID. Donc, on a la droite de charge qui est VDS en fonction de ID. On a la droite de charge et la droite d'attaque, on peut les mettre sur le réseau de caractéristiques, comme vous pouvez voir. D'accord? Et dans ce cas-là, ça va nous permettre d'avoir le point de fonctionnement. D'accord? De déterminer de fonctionnement. Donc, vous voyez, là, on a le point de fonctionnement. Et donc, le point de fonctionnement sur la courbe, elle est là. Hein. Donc, le point de fonctionnement, il est là. La projection ici, ça nous permet d'avoir ID0, VGS0 et VDS0. D'accord? Donc, on a les trois paramètres à travers la méthode graphique. D'accord? Si on a le réseau de caractéristiques, on peut utiliser la méthode graphique en calculant ou bien en traçant les droites de charge et les droites d'attaque sur ce réseau de caractéristiques. Si on n'a pas le réseau de caractéristiques, ben on peut faire le calcul. On fait le calcul à la main et on détermine bien évidemment la droite, le point de fonctionnement, c'est-à-dire les grandeurs ID0, d'accord, VDS0 et VGS0. Le deuxième montage, c'est un montage à polarisation automatique par pont de résistance, d'accord. C'est un montage variant de tout à l'heure. Ce qu'on a rajouté ou ce qui change par rapport à un montage tout à l'heure, c'est la résistance R qui est là, d'accord, qui relie la grille, si vous voulez, à ce point-là, d'accord. Parce que c'est pas le drain, ce point-là, c'est pas le drain. Le drain, il est là, d'accord. Donc là, il y a une autre résistance. Donc, de la même manière, hein, donc, je ne vais pas entrer dans les détails, je vous laisse démontrer la droite de charge et la droite d'attaque sous forme d'exercice. Hein. Donc, vous pouvez essayer de démontrer ça. D'accord? Donc, voilà comment on a fait. D'accord? On a VG qui est égal à VDD RG sur RG plus R. D'accord? Donc, on a fait la règle de diviseur tension hein, entre VDD et RG. D'accord? Donc, voilà. On a fait la règle de diviseur tension. Hein, donc, après, on a VS qui est égal à RS fois ID, parce que ID égale à IS. Et on a VGS qui est égal à VG moins VS. D'accord? VGS qui est là.
qui égale A moins VG moins VS. C'est le potentiel au niveau de la grille et le potentiel au niveau de la source. Le potentiel au niveau de la grille, il est là. D'accord? Et le potentiel au niveau de la source, il est là. Donc, les deux tensions qui sont là, si je fais la soustraction des deux tensions, ça me donne VGS, c'est-à-dire cette partie-là. D'accord? Donc, on peut déterminer la droite d'attaque. ID, je peux écrire ID. ID égale à VGS moins. Donc là, je remplace VS par sa valeur. D'accord? Et j'obtiens ID égale à VGS moins, VG, pardon, moins VGS sur RS. Et pour la droite de charge, j'ai ID qui égale à VDD moins VDS divisé sur RD plus RS. D'accord? C'est au niveau de la maille de sortie. Hein, donc, je détermine la droite de charge. Donc, c'est très facile. Hein. En utilisant les lois que vous connaissez, vous pouvez avoir à la fois la droite d'attaque et la droite de charge. Donc, voilà pour l'étude statique, hein, l'étude statique de transistor à effet de champ. Vous voyez que l'étude statique, elle est principalement la même qu'on a vu pour le transistor à bipolaire. Donc, tout d'abord, on s'intéresse au réseau de caractéristiques et puis après, on s'intéresse à faire les calculs de droite de charge et droite d'attaque dans le sens de calculer ce point de fonctionnement. Donc, dans les exercices, c'est de la même manière. Hein, donc, si on a le point de fonctionnement, on peut le déterminer. Dans ce cas-là, on peut déterminer les résistances de montage qui fixent ce point de fonctionnement. Ou bien, si on n'a pas le point de fonctionnement et on a les résistances de montage et la tension d'alimentation, on peut, dans ce cas-là, déterminer le point de fonctionnement à travers le calcul des trois grandeurs ID0, VGS0, VDS0. Alors, maintenant, on passe au comportement dynamique. Le comportement dynamique consiste à faire quoi? Consiste à faire une variation autour de points de fonctionnement. C'est-à-dire, on fait des petites variations autour de points de fonctionnement tout en restant dans le régime petits signaux. D'accord? Dans le régime petits signaux, régime dynamique, le transistor va se caractériser par des signaux dynamiques. D'accord? Qui sont ces signaux dynamiques? Ce sont les variations de grandeur statique, comme on les a définis pour le transistor bipolaire. Donc, ils sont définis par ces relations-là. Lorsqu'on fait delta, c'est comme on fait variation, d'accord, de ID, c'est-à-dire de grandeur statique. C'est comme je prends ID1 moins ID2, d'accord? C'est delta ID. Et je symbolise par delta pour dire que c'est des petites variations parce que il faut que je reste sur un petit segment. D'accord? Donc, de toute façon, de telle façon à faire des petites variations autour du point de fonctionnement qui est déjà fixé. Alors, si on est en régime dynamique, qui sont les paramètres dynamiques qui caractérisent le transistor à effet de champ? Il y en a deux. Il y en a deux paramètres qui caractérisent les comportements dynamiques de transistor à effet de champ. Donc, la première, c'est la résistance. D'accord? Donc, la première, c'est la résistance de sortie. D'accord? Vue entre le drain et la source. C'est ce qu'on appelle la résistance RDS. Elle est définie par cette relation. D'accord? RDS, c'est la variation de VDS divisée sur la variation de ID, c'est-à-dire delta VDS sur delta ID lorsque VGS est constant. Donc, bien évidemment, RDS, il est exprimé en ohms, c'est une résistance. Et puis la deuxième chose, c'est la transconductance ou bien GM. D'accord? Donc en dynamique, il y a deux paramètres. D'accord? C'est comme les paramètres hybrides hein, de transistors. Hein. On a vu le transistor bipolaire, il a H11, H21, H22, ainsi de suite. Hein. Donc plusieurs paramètres. Donc pour le transistor à effet de champ, il a seulement deux caractéristiques. La première, c'est la résistance
dynamique vue entre, ou la résistance de sortie dynamique vue entre le drain et la source qui s'exprime sous la forme suivante, et la transconductance Gm qui est tout simplement la pente de transistor à effet de champ. Elle est définie par la variation de delta I, ID sur delta VGS pour VDS constant. Il s'exprime en milliampères par volt, puisque c'est une transconductance, donc il va s'exprimer en milliampères par volt. Alors maintenant, l'expression de Gm, comment la calculer en utilisant cette relation, la relation qu'on a vue tout à l'heure, la relation qui symbolise la variation de ID en fonction de VGS. C'est la relation du parabola. D'accord, on va dériver cette expression, donc Gm. Donc on fait la dérivée. Pourquoi? Parce que là, on a des variations de ID en fonction de VGS. Donc si je fais des variations, donc je fais des dérivés. Donc je vais dériver l'expression suivante. Je dérive l'expression suivante. Donc Gm égale à moins 2 IDSS sur VP, entre parenthèses 1 moins VGS sur VP. D'accord? Que je peux l'écrire sous la forme suivante. Hein. D'accord? Que je peux le simplifier sous la forme suivante et puis sous la forme suivante. Moins 2 VP ID fois IDSS. Alors, GM0, c'est la pente pour VGS égale à 0. Vous voyez que GM, c'est la pente. C'est la pente du parabole. C'est-à-dire, lorsque je prends plusieurs points sur le parabole, généralement, je dois être sur un seul point de fonctionnement. D'accord? Et donc, c'est la tangente en ce point-là. C'est la tangente en ce point-là. Donc, si je suis sur la pente de VGS égale à 0, j'ai GM0 qui égale à moins 2 IDSS sur VP. Alors, dans ce cas-là, on peut montrer que le courant ID dans le transistor à effet de champ, il est en fonction des tensions VDS et VGS. D'accord? On l'a écrit en fonction de tensions VDS et VGS. Donc, dans ce cas-là, on a ID qui peut s'écrire en fonction de donc ID qui s'écrit en fonction de VDS et VGS. Et puisque ID il dépend de VDS et VGS, donc je peux l'écrire sous la forme suivante, c'est-à-dire je prends ID égale à la variation de ID par rapport à VDS multiplié par VDS, et puis la variation de ID sur la variation de VGS multiplié par VGS. D'accord? Donc dans ce cas-là, ID va s'écrire sous la forme suivante, ID égale à 1 sur RDS, VDS plus GM, VGS. C'est-à-dire, je calcule le dérivé, je dérive ID par rapport à VDS, d'accord? Lorsque je dérive ou bien je varie ID par rapport à VDS, vous voyez les variations de ID par rapport à VDS, ça donne 1 sur RDS, d'accord? Donc, c'est ce que j'y mets ici, 1 sur RDS. Et pour la deuxième, variation de ID sur la variation de VGS, variation de ID sur variation de VGS, ça donne le GM, d'accord, la transconductance. Donc, je peux écrire cette expression-là que vous voyez, c'est-à-dire que ID égale à 1 sur, 1 sur RDS fois VDS plus GM VGS. À partir de cette expression-là, je peux avoir le schéma de transistor. Je peux avoir le schéma équivalent de transistor à effet de champ. D'accord? Alors, les deux schémas que vous voyez là, ce sont deux schémas équivalents de transistor à effet de champ. Il y a un qui est utilisé en basse fréquence, d'accord? BF, et l'autre en HF, d'accord? En haute fréquence. Qu'est-ce qui se passe en haute fréquence? En haute fréquence, il y a des capacités parasites qui se rajoutent sur le schéma. Alors, ce schéma-là, s'il est utilisé en haute fréquence, nous, on va être principalement en basse fréquence. Donc, ce schéma-là, généralement, on ne va pas l'utiliser. On va utiliser ce schéma-là. Et donc, il faut connaître principalement ce schéma-là.
Le schéma à haute fréquence, c'est-à-dire ce schéma-là qu'on ne va pas utiliser, je l'ai donné juste pour avoir une indication, pour savoir que lorsqu'on monte en fréquence, il y a des capacités CGS et CGD qui se rajoutent dans le schéma et qui compliquent le fonctionnement de transistor. D'accord? Et donc, il faut savoir, comme j'y dis toujours, il faut savoir séparer entre basse fréquence et haute fréquence. Tout ce qui est électronique haute fréquence, c'est autre chose. Nous, on reste en basse fréquence. Donc, en basse fréquence, il y a des phénomènes qui sont maîtrisables, mais si on monte en fréquence, il y a des phénomènes qui ne sont pas encore maîtrisables et qui peuvent venir pour influencer le comportement de transistors. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est un point qui est très important. Donc, le schéma, on peut l'avoir de cette manière-là. Ça, c'est la grille. Ça, c'est la source. D'accord? Et ça va être la source. Donc, le fil qui est en bas, d'accord? Le fil qui est là, ça va constituer la source. D'accord? Et puis, on a le drain qui est là. D'accord? On a le drain. Et donc, ID va être égal à 1 à VDS sur RDS, c'est-à-dire le courant qui est là, VDS sur RDS, comme vous pouvez voir, cette relation traduit la courbe. Donc, ça, c'est le courant qui passe dans RDS, d'accord? C'est VDS sur RDS, plus le courant qui passe par là, c'est G1 VGS. Donc, G1 VGS, il est là. C'est le courant qui passe par là. Et ça, VDS sur RDS, c'est la tension qui passe ici. Plutôt le courant, pardon, qui passe dans RDS. D'accord? Et donc, voilà le schéma qu'on va utiliser pour remplacer le transistor à effet de champ en dynamique. D'accord? Alors, comme pour le transistor à bipolaire, on a 3 configurations pour le transistor à effet de champ. Donc, soit transistor à effet de champ à source commune, soit transistor à effet de champ à drain commun, soit transistor à effet de champ à grille commune. D'accord? Donc, 3 configurations. Donc, nous, quel que soit le type de l'ampli, on va toujours utiliser ce schéma équivalent en source commune. Ce schéma équivalent, il est en source commune parce que la source, il est en bas. Elle est commune entre le drain et la grille. D'accord? Elle est commune entre le drain et la grille. Et donc, généralement, on va toujours utiliser ce schéma-là dans les différents circuits. Alors maintenant, pour l'étude de montage, d'accord, l'étude des montages dynamiques. Donc, il y a 2 montages généralement qu'on propose à étudier. Tout d'abord, c'est-à-dire des montages d'amplificateurs qui utilisent le transistor à effet de champ. Donc, le premier, c'est l'amplificateur à transistor GFET ou l'amplificateur à transistor à effet de champ, source commune. D'accord? Source commune. Pourquoi on l'a appelé source commune? C'est comme pour les autres montages qu'on a vus tout à l'heure, c'est que si on se met sur ce montage-là, si on se met en dynamique, on va trouver que la source est reliée à la masse. D'accord? Et bien comment? Et bien si on est en dynamique, la capacité de couplage CS, il va être comment? Il va être un circuit ouvert. Pardon, un court-circuit. Donc, il va être un court-circuit. S'il est court-circuit, donc le court-circuit va éliminer la résistance, c'est-à-dire le courant va préférer d'aller dans le court-circuit que dans la résistance. D'accord? Et donc, on n'aura qu'un seul fil qui est relié de la source vers la masse. D'accord? Parce que ça, c'est la masse du montage. D'accord? Donc, voilà comment on peut dire que ce montage-là, c'est un montage source commune. C'est un amplificateur à transistor GFET source commune. D'accord? Maintenant, il faut calculer les grandeurs, calculer les différentes grandeurs, à savoir le gain en tension, l'impédance d'entrée, l'impédance de sortie et le gain en courant. D'accord? Donc, de la même manière, on a AV qui est défini par VS sur VE, la tension de sortie sur la tension d'entrée. Et bien, cette fois-ci, comment peut-on calculer ça? Rappelez-vous, de la même manière, on peut calculer le gain AV0 comme le gain AVC, c'est-à-dire le gain à charge comme le gain AV. Et pour ce montage-là, vous voyez que
le montage qu'on a ici ne contient pas de charge. Et donc, s'il ne contient pas de charge, donc on va calculer le AV0. D'accord? Donc, on a VS sur VE. Et pour le transistor bipolaire, on a utilisé l'astuce que je vous ai montrée, c'est qu'on a exprimé tous les grandeurs en fonction de IB. D'accord? Donc, dans ce cas-là, dans notre cas, c'est-à-dire dans le cas de transistor à effet de champ, on n'exprime pas ça en fonction de IB parce qu'on n'a pas de courant IB. Hein, d'accord? Mais on exprime ça, c'est-à-dire on exprime toutes les grandeurs en fonction de VGS. D'accord? VGS. D'accord? Toutes les grandeurs, on les exprime en fonction de VGS. D'accord? Et après, on simplifie par VGS. D'accord? Alors, on va faire ça pour l'exercice, pour plutôt le schéma que vous voyez là. Alors, pour VS, VS, il est là. VS, il est là. D'accord? Alors, VS, en dynamique, là, je suis en dynamique. Hein, donc, c'est pour ça que je vais court-circuiter celui-là. Court-circuiter la capacité CS, la capacité de la source, et les capacités de liaison que vous voyez là. Ça, ce sont les deux capacités de liaison. Alors, la tension VS qui est là, c'est la tension entre ce point-là et bien évidemment la masse. D'accord? Parce que ça, c'est la masse. Ce point-là, c'est la masse. D'accord? Donc, c'est la tension aux bornes de la résistance RD, c'est-à-dire que c'est cette tension-là. D'accord? VS, ça va être la tension qui est là. Hein. Ça, c'est VS. D'accord? Donc, ça, c'est le courant que j'ai nommé ID. D'accord? Donc, VS va être égal à RD fois ID. D'accord? Donc, maintenant, si je regarde VE, je vais trouver que, pardon, je me suis trompé. Donc, normalement, pour faire le calcul, VS va être au banc de RD. Au banc de RD, ça veut dire ici, dans le schéma équivalent. VS va être là. D'accord? Ça, c'est VS. Ça, ces fils-là, je peux les enlever parce qu'il n'y a pas de charge. Hein, il n'y a pas de charge. Donc, pour faire les calculs en dynamique, on a besoin de schémas dynamiques équivalents que vous voyez là. Hein. Donc là, vous devrez être capable de retrouver ce schéma-là en remplaçant le transistor à effet de champ par son schéma simplifié, le schéma qui est là. Donc, c'est très simple. Hein. On reviendra sur ça dans le TD, mais je vous invite déjà de revoir ça, de revoir le cours. Hein. D'accord? Donc, voilà le transistor à effet de champ. D'accord? Je l'ai mis là et j'obtiens ce schéma-là. Alors, lorsque j'arrange le schéma, je trouve que VE égale à VGS. D'accord? Donc, VE, déjà, il est écrit en fonction de VGS, c'est-à-dire que VE égale directement à VGS. D'accord? Et VS égale à quoi? VS, pour calculer VS, je vais mettre les deux résistances en parallèle. RDS et RD. D'accord? Et donc, VS va être égal à quel est le courant qui va passer dans les deux? Ça va être le courant GM-VGS, mais avec un signe moins. D'accord? C'est le courant qui va être là, qui va passer dans les deux résistances. D'accord? C'est-à-dire, je vais mettre les deux résistances qui sont là, je vais les rassembler en une seule résistance. Le courant qui va passer dans les deux, c'est GM-VGS. D'accord? Et donc, je vais avoir VS qui égale à moins GM VGS fois la résistance équivalente des deux. D'accord? C'est-à-dire RDS parallèle à RD.
Désolé, je n'ai pas pu avoir plus d'espace. Mais vous pouvez le voir ici, hein, vous le voyez ici. Et j'ai VE qui égale directement à VGS. D'accord? Donc, puisque V égale à VGS, je simplifie VGS avec VGS, je tiens directement moins GM RDS. Moins GM RDS parallèle à RD. D'accord? Alors, si je néglige la valeur de RDS, si je néglige la valeur de RDS devant RD, c'est RDS, il est négligé. Négligé, ça ne veut pas dire qu'il est égal à 0. Ça veut dire qu'il est de faible valeur. D'accord? Donc, dans ce cas-là, je vais avoir approximativement moins GM-RD. Pour l'impédance d'entrée, c'est le courant d'entrée fois la tension d'entrée. La tension d'entrée me divisé sur le courant d'entrée, sachant que le courant ici est G égal à 0. D'accord? Le courant là. Donc, IE va rentrer complètement dans RG. Et donc, VE sur IE, ça va donner RG. Donc, c'est la résistance d'entrée ou l'impédance d'entrée. Pour l'impédance de sortie, elle est claire. Là, je le calcule, c'est RD. D'accord? Ça se voit ici, clair. Si je néglige RDS, si RDS il est négligé. Si RDS il n'est pas négligé, eh ben, je peux pas, dans ce cas-là, il faut refaire le calcul. Pour l'impédance de sortie, la règle elle est claire. Donc, on fait comment? Normalement, on doit court-circuiter là. D'accord? On court-circuite le générateur d'entrée et on met un générateur à la place de la charge. Parce qu'ici, dans ce montage, on n'a pas la charge. Vous voyez que le montage s'arrête là. Et c'est entre ce point-là et ce point-là que je dois avoir une charge. D'accord? C'est-à-dire entre ce point-là et ce point-là. Et donc, je vais mettre le générateur dynamique ici. D'accord? Entre ce point-là et ce point-là. Le générateur dynamique va me sortir un courant IS et j'ai la tension VS qui est là. D'accord? Et donc, sa tension VS sur IS va me donner la résistance, va me donner en fait l'impédance de sortie. Alors, si je néglige ça, d'accord, si je néglige ça, je sais que le courant IG il est nul. Pardon, ce n'est pas IG qui est nul. On a ici un court-circuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que VE égale à 0. Ça veut dire aussi que VGS égale à 0 parce que VGS, la tension qui est là, c'est la même qui est là. Donc VGS égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant ici. VGS est nul, il n'y a pas de courant. J'ai négligé RDS et donc tout le courant IS qui sort de générateur que j'y mets à la sortie va rentrer directement dans RD. Et donc RD sera la résistance de sortie. C'est RDS, il est négligé. S'il n'est pas négligé, et ben dans ce cas-là, il faut la mettre en parallèle avec RD, pardon. D'accord? Il faut le mettre, ça va être RD en parallèle avec RDS. Pour le gain de courant, c'est de la même manière, on peut le déterminer, ça se détermine par la relation suivante, c'est ID sur IE, d'accord? Moi, je l'ai déterminé en négligeant RDS, c'est-à-dire j'enlève RDS, d'accord? C'est pour ça que j'ai mis CRDS et négligé, pour simplifier les expressions et pour déduire des choses, d'accord? Mais vous pouvez, vous, garder RDS et faire les calculs, d'accord? Donc, pour calculer le ID, dans ce cas-là, ID va être égal à quoi? Ben, ID va être égal à G1 fois VGS. Voilà, j'ai exprimé ID en fonction de VGS. Maintenant, IE, je peux l'exprimer en fonction de VGS. Ça va être quoi? IE en fonction de VGS, ça va être VE sur RG. D'accord? VE sur RG. Donc, VGS sur RG. D'accord? Donc, IE, le courant IE, d'après le montage, c'est VGS sur RG. D'accord? VGS, je remplace ici, d'accord? J'ai G1 VGS divisé sur VGS et divisé sur RG. Donc, ça me donne, je simplifie avec VGS, ça me donne G1 RG. Voilà le montage, d'accord? Voilà le montage amplificateur à transistor à effet de champ, source commune, d'accord? Le dernier montage, et après on s'arrête pour cette séance, c'est le montage amplificateur à transistor
j'ai fait à drain commun, c'est-à-dire le drain commun. D'accord? Le drain commun, pourquoi on a un drain commun? Parce que le drain il est relié à la masse en dynamique. D'accord? En dynamique, qu'est-ce qui se passe? C'est que je court-circuite VDD. Et je vois que mon drain, il est connecté directement à la masse. La masse, il est là. D'accord? Ça, c'est la masse. Et donc, voilà. Ça, c'est les capacités de liaison que vous voyez là dans le montage. D'accord? Voilà, on a l'entrée qui est là, bien évidemment, parce qu'il y a la capacité de liaison d'entrée et la capacité de liaison de sortie VS. Là, on a VS. Le montage aussi, il n'est pas chargé. Hein, vous pouvez prendre un exemple et mettre une charge ici et faire le calcul. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'occasions de faire des calculs, ou beaucoup d'exemples. On peut avoir beaucoup d'exemples à travers ces calculs-là qui sont présentés dans le cours. Et je vous invite à penser à des exemples et faire le calcul, même refaire les calculs qui sont dans le cours, dans le but de valider en fait déjà les valeurs démontrées. Alors pour celui-là, je ne vais pas trop détailler, je vais vous laisser démontrer tout ça, d'accord? Après, vous me dites si vous avez des difficultés. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut remplacer le transistor par son schéma dynamique. Donc, il est là, le schéma dynamique de transistor, ou le schéma simplifié de transistor, on le met ici. D'accord? Après, on arrange le schéma de telle façon à voir ça. Donc, on a toujours le drain qui est relié à la masse. D'accord? Vous voyez que ça, c'est la masse, et le drain, il est relié à la masse. D'accord? C'est par exemple, vous prenez RS. RS, il est connecté entre quoi? Il est connecté en ce point-là qui est la source et la masse. Donc, RS, il est connecté en ce point-là qui est la source et la masse. D'accord? Qui est là. Donc, vous voyez que je peux vérifier les différentes résistances. RG, il est connecté entre IG et la masse, ou entre la grille, pardon, et la masse. Donc, il est entre la grille et la masse. D'accord? Voilà. Après, il y a le transistor. Hein, donc, le transistor, le drain, le drain qui est là, la grille et la source. D'accord? Alors, la première des choses, c'est de déterminer en fait le gain en tension de la même manière. Donc, VS en fonction de VGS et VE en fonction de VGS. J'écris tout en fonction de VGS. D'accord? J'écris tout en fonction de VGS au lieu d'écrire tout en fonction de IB. D'accord? C'est une technique que j'utilise. Voilà. Vous pouvez ne pas l'utiliser, hein, c'est à vous de voir. Hein. Vous pouvez utiliser la loi de Maille, etc. Mais ça va vous nécessiter un peu de calcul. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc pour VS, les choses sont claires. VS, il est là. D'accord? Et pour VE, il est là. D'accord? VE égale à VGS plus VS. D'accord? Donc j'ai déjà VE qui est égal à VGS. Donc il est déjà en fonction de VGS plus VS. Et VS va être égal à quoi? Je dois écrire VS en fonction de VGS. Si j'arrive à l'écrire, je vais la mettre ici, je vais avoir VE en fonction de VGS, parce qu'il est déjà en fonction de VGS là, mais il est en fonction de VS. Mais il faut que j'exprime VS en fonction de VGS. Alors, pour exprimer VS en fonction de VGS, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser normalement le courant qui est là. D'accord? Donc, c'est le courant ID ou là, le courant, si je néglige, j'ai fait une simplification, je vais négliger la résistance. Donc, je néglige la résistance RDS. Voilà. Bon, moi, je l'ai négligé. Hein. Maintenant, dans les exercices, on a le choix. Ce n'est pas qu'on a le choix, ça dépend de l'exercice. Si l'exercice ne demande pas de négliger RDS, pardon, on ne peut pas le négliger. Par contre, si l'exercice vous demande de négliger RDS, dans ce cas-là, vous pouvez le négliger. Donc, moi, j'ai simplifié, j'ai négligé RDS, donc je l'ai enlevé du montage. D'accord? Vous pouvez refaire la même démonstration en laissant RDS, ne pas négliger RDS. D'accord? D'accord? Donc, si je néglige RDS, eh ben, le courant qui vient par là, c'est le courant GM-VGS. Et donc, VS va être égal à RS GM VGS. D'accord? Voilà, j'ai écrit VS en fonction de VGS. Donc, je peux la mettre là et j'ai VE en fonction de VGS. Donc, j'obtiens
le résultat que vous voyez là, hein, donc voilà, j'ai exprimé tout en fonction de VGS. Donc, je peux avoir le résultat que vous voyez là, qui est approximativement égal à 1. D'accord? Vous voyez que le drain commun, l'amplificateur à effet de champ, à transistor à effet de champ, un drain commun, il a un gain qui est égal à 1. C'est comme un collecteur commun, c'est-à-dire un suiveur. Pour l'impédance d'entrée, c'est très simple. Hein, donc, le courant IE va rentrer directement dans RG parce que là, au niveau de la grille, le courant IG il est nul. D'accord? Et pour l'impédance de sortie, on doit court-circuiter là. D'accord? Et on doit mettre une charge au niveau de la sortie. D'accord? Au niveau de la, pardon, on doit mettre un générateur dynamique à la place de la charge au niveau de la sortie. Si je regarde la charge, je n'ai pas de charge. Donc, normalement, l'emplacement de la charge, c'est ici. C'est entre la source et la masse. La source et la masse, c'est-à-dire je vais mettre un générateur là. Un générateur dynamique qui va me faire sortir un courant IS. D'accord? Donc, voilà. Donc, j'ai ce montage-là. Hein, donc, j'ai court-circuité RG. RG, il est court-circuité. VE va être égal à 0. D'accord? Et donc, VS, c'est VE égal à 0. Donc, VGS ne va pas être égal à 0. Attention. D'accord? Donc, dans ce cas-là, VS, je peux calculer VS en utilisant. Donc, je vais négliger d'abord RDS. D'accord? Vous pouvez refaire la démonstration sans négliger RDS. Ça va vous demander un peu de calcul, mais ce n'est pas grave. D'accord? Donc, je néglige RDS. Si je néglige RDS, donc VS va être entre ce point-là et ce point-là. D'accord? Et dans ce cas-là, le courant qui va circuler dans RS, ça va être le courant. Donc, ça va pas être le courant IS qui est là. Le courant IS, je l'ai ici, d'accord? Donc, il y a un courant IS qui va sortir par là, qui va venir ici, qui va rentrer dans la restante. Donc, qui va donner naissance, d'accord, à le courant GM-VGS. D'accord? Donc, je vais calculer ZS. ZS va être égal à VS sur IS. D'accord? VS, donc VS égale à quoi? VS égale à moins VGS. Vous voyez que VS égale à moins VGS. Hein? Là, ce point-là, maintenant, c'est la masse. Hein? Ce point-là, il est relié à la masse. D'accord? Et puisqu'il est relié à la masse, si je prends cette tension-là, d'accord, je peux, cette tension-là, la représenter ici comme ça. D'accord? Ça, c'est VGS. D'accord? Donc, VS va être égal à moins VGS. D'accord? Je vais le diviser sur IS. IS, dans ce cas-là, IS, ça va être égal à quoi? Donc, je dois calculer le courant IS, le courant qui sort par là. D'accord? Le courant IS, je peux le calculer. Ça va être, ça va être GM VGS. Ça va être égal à GM VGS. D'accord? Donc, ça va être égal à GM VGS. D'accord? C'est le courant qui va sortir par là. Et donc, voilà, à moins GM VGS. D'accord? À moins GM VGS. Et donc, tout ça, ça va être égal à 1 sur GM. D'accord? Je simplifie par VGS. J'obtiens 1 sur GM. C'est ce que j'ai obtenu ici pour l'impédance de sortie. D'accord? Donc, voilà. Beaucoup de calculs, beaucoup de relations, beaucoup de schémas. Il faut revoir tout ça à titre reposé. Hein, donc, je vous invite à revoir tout ça. D'accord? Et travailler cette partie-là. D'accord? Donc, voilà, pour cette, pour cette séance, je vais m'arrêter là. D'accord? Et en tous les cas, on essaiera de
continuer après et aussi travailler les différents principes dans les TD, hein,